monde, avec vous, Amal Laksassi, présidente et fondatrice de l'Agence dentaire de l'Outaouais. J'ai l'immense plaisir de vous accueillir sur cette plateforme. Nous poursuivons notre engagement et pour ce soir, nous avons préparé un Facebook Live qui sera d'une grande importance pour notre profession, avec des sujets qui marquent le présent et qui définiront l'avenir pour le domaine dentaire. Je tiens à vous informer que la rencontre d'aujourd'hui sert à fermer un cycle très important pour l'Agence dentaire de l'Outaouais, notre série de Facebook Live 2020. Une initiative née dans une période d'incertitude due à la pandémie et qui devient une référence tout au long de la province de Québec. Je prends la parole ce soir pour vous remercier pour tout le soutien reçu depuis le début. Cette année, nous avons dû surmonter des défis très importants et mon objectif avec chaque Facebook Live a été de vous accueillir pour y parvenir ensemble en tant que communauté. C'est pourquoi je suis très heureuse de vous annoncer que pour l'année prochaine, mon engagement reste ferme. Nous travaillons fort pour faire de l'Agence dentaire de l'Outaouais une plateforme au service de notre communauté. Un espace où vous pouvez partager votre avis en tout respect et aussi discuter de sujets qui nous intéressent profondément. De nouvelles initiatives sont prévues pour 2021 afin de vous partager de l'information opportune, pertinente et responsable avec des invités de renom. J'ai hâte que ce moment arrive, mais avant les fêtes, nous avons de grandes surprises. Si vous êtes hygiéniste dentaire ou dentiste et que vous prévoyez participer dans un projet de sensibilisation de santé bucco-dentaire pour les enfants de votre communauté, vous pouvez participer à cette initiative. À partir du lundi 14 décembre et pendant 2 semaines consécutives, l'Agence dentaire de l'Outaouais, avec le soutien de la compagnie Colgate, effectuera un tirage quotidien pour le programme Sourire éclatant, avenir brillant. Nous avons 2 gagnants, nous aurons 2 gagnants par jour et chaque gagnant recevra 5 boîtes contenant 25 kits de brosse à dents et dentifrice fluoré Colgate, un livre d'histoire et un guide des ressources pédagogiques pour être utilisés dans vos projets ou présentations. Toutes les conditions du tirage seront publiées sur les réseaux sociaux de l'Agence dentaire de l'Outaouais demain, vendredi 11 décembre, pour que vous ayez tout le temps de participer. Aimez et partagez cette occasion exceptionnelle afin de voir le sourire des enfants dans notre communauté. Et pour ce soir, nous avons aussi plus de surprises. Nous aurons un tirage parmi tous les participants de notre rencontre Gracieuseté Dentsply Serona. Pour participer, là je parle de ce soir, il vous suffira d'être présent à toute la rencontre jusqu'à la fin de la transmission et nous écrire dans la barre commentaire pourquoi vous voulez gagner l'un des 4 produits que on va vous offrir. Donc, on a une boîte de 24 sachets de Résurge, une boîte de 200 capes de pâte à profil Nupro, une boîte de 100 vernis au fluor Nupro White et une boîte de 100 capes de pâte à profit avec Sensodine. Je vais juste partager mon écran pour un instant pour que vous puissiez voir tout ça. Donc, vous aurez la chance de gagner une boîte de chaque. Donc, on a le premier prix, le deuxième, le troisième et le quatrième. Alors, on veut savoir pourquoi vous voulez gagner les boîtes. Juste commenter dans la barre commentaire, c'est quoi vraiment le produit qui vous intéresse et pourquoi vous voulez le gagner. Et on va tirer 4 cadeaux, 4 personnes qui vont gagner ces cadeaux-là. Je vais arrêter le partage d'écran. Eh bien, le moment est venu d'accueillir notre invité de ce soir.
J'ai l'immense privilège d'inviter le nouveau président de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir, Monsieur Bonsoir, le Madame. Bonsoir, Madame la Présidente. Est-ce qu'on continue avec Monsieur le Président ou je peux tutoyer? On se connaît pas mal bien pour... On se connaît depuis assez longtemps pour se tutoyer à mal, c'est très bien comme ça. C'est vraiment plaisir. Alors, le 19 juin 2020, vous étiez élu par le conseil d'administration pour un mandat de 4 ans. Mes félicitations pour le poste. Merci beaucoup. Alors, ton mandat a commencé en pleine crise sanitaire de la COVID-19. Comment ça a été ton entrée en fonction, Jean-François? Rapide, rapide, brusque, mouvementé, mais en même temps très réfléchi parce que c'était quelque chose que j'étais en train de mettre en place depuis quand même plusieurs mois. Je veux dire, on ne veut pas aller à la présidence du jour au lendemain. J'ai eu la chance d'être vice-président de l'Ordre pendant 2 ans, d'être au conseil d'administration, d'être au courant des dossiers, d'être impliqué dans les différentes décisions qui ont été prises par l'Ordre. Donc, c'est certain que je dirais dès le début de l'année, dès le mois de janvier, je savais que c'était quelque chose qui m'intéressait et que j'allais travailler pour. Parfait. Alors, le temps de la COVID, c'était vraiment pas facile à personne, mais on a vu la collaboration des hygiénistes dentaires dans des centres hospitaliers. J'ai Madame Marie-Ève Ringuet, hygiéniste dentaire, qu'elle vous pose une question. Elle dit pourquoi les hygiénistes dentaires ne reçoivent pas de prime COVID. Nous savons que tous que le métier d'hygiéniste dentaire, c'est un métier à risque d'exposition au virus. Beaucoup d'adaptations a été apportée à nos cliniques et oui, nous avons beaucoup de protection EPI pour nous protéger, mais le risque est toujours de même là, car chaque patient est considéré comme potentiellement contagieux. Elle dit, depuis le début de la pandémie, je travaille aussi en milieu hospitalier avec le service de l'alimentation. Nous sommes aussi exposés au virus de manière indirecte et nous recevons notre prime COVID. C'est sûr que tout ce qui touche les primes, je sais que j'ai été informé de ça parce qu'on m'a écrit personnellement à ce sujet-là, mais il faut comprendre que quand le gouvernement prend des décisions puis inscrit des libellés dans des arrêtés ministériels ou dans des décrets de dernière minute, on n'est jamais vraiment consulté pour ça. Le dernier mot appartient toujours au gouvernement. Donc, je suis tout à fait d'accord avec l'explication, le plaidoyer qui est fait, mais c'est certain que pour nous, l'ordre, ce n'est pas notre mandat de défendre les conditions de travail ou les primes, là, dans le cas que tu m'expliques présentement. Donc ça, c'est vraiment un dossier qui est syndical, puis il faudrait vraiment le mentionner pour que le syndicat fasse ses revendications nécessaires pour aller chercher les primes en lien avec les emplois à risque. Excellent. Alors, on tombe sur le sujet de vaccins. Hier, nous avons reçu le courriel de l'Ordre des hygiénistes dentaires pour les hygiénistes dentaires désirant à contribuer à la vaccination. Et c'est la question de Mme Chantal Côté, hygiéniste dentaire. Elle vous demande qu'en est-il de la possibilité pour nous de vacciner la population. Puis elle dit qu'elle est présentement en unité mobile de dépistage COVID déjà. Déjà. Donc, c'est certain que vous souviendrez peut-être, là, tout le monde, on avait envoyé un courriel avec un sondage, là, ça fait déjà plusieurs semaines, parce que l'idée d'avoir un plus grand bassin de professionnels pouvant faire la vaccination, ça ne date pas là, de la semaine passée. Là, ça fait des mois qu'on en parle. Et puis, nous, on avait sondé vite. Là, je me souviens, c'était un sondage éclair, puis on avait eu au-dessus de 1200 hygiénistes qui avaient levé la main et qui avaient dit, moi, c'est quelque chose que je ferais, je suis intéressé. Donc, c'est pour ça que tous les ordres de la santé, autant de la santé physique que de la santé mentale, tout le monde s'est réuni alentour d'un projet pour dire comment on pourrait ajouter des professionnels à la vaccination. Donc, c'est effectif là, depuis une semaine maintenant.
donc, il faut aller sur le site Je contribue et puis donner son nom. Puis c'est là que vous allez voir dans le menu déroulant qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, vous pouvez choisir la vaccination. Puis en donnant votre titre professionnel, donc d'hygiéniste dentaire, bien, vous êtes automatiquement qualifié pour avoir la formation nécessaire. Parce que ce n'est pas dans notre programme d'études, hein, à mal de la vaccination. Donc, c'est certain qu'il faut avoir une préparation pour vraiment une formation théorique et pratique pour pouvoir le faire. Donc, c'est vraiment par région que ça va se faire. Il y a des régions qui vont avoir besoin beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup de population à vacciner. Donc, si vous êtes intéressé et vous avez du temps à donner, mais c'est le moment de s'inscrire. J'imagine que toutes ces formations-là vont s'activer plus là, quand il va y avoir la deuxième vague de doses de vaccins qui va rentrer au Canada. C'est parfait. Alors là, on va maintenant parler d'un sujet exceptionnel de cette année. En fait, la plus grosse nouvelle, c'est le projet de la loi 19 ou la loi 15, c'est ça? 29. Oui, c'est ça. Ah, le projet de loi 29, excuse-moi. Mais c'est la loi 15, c'est ça, on parle de la loi 15. Maintenant, cette loi-là, elle est écrite et disponible sur le site de l'Assemblée nationale du Québec, c'est ça? Depuis, vraiment, je tiens à remercier, moi personnellement, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'avancement de la cause. Et grâce à leur détermination et leur conviction que maintenant la profession de l'hygiéniste dentaire jouit de son autonomie professionnelle. Un merci tout spécial à Mme Diane Duval, l'ex-présidente de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, de tout son travail colossal dans ce dossier. Alors, on va d'abord vraiment démystifier un petit peu c'est quoi l'autonomie de l'hygiéniste dentaire dans un bureau privé, Jean-François. Bien, puisque tu en parles, c'est certain que c'est un travail de longue haleine. Hein? Puis, j'en profite également pour remercier tous les présidentes aussi qui se sont passées le flambeau depuis les années 90. Madame Duval était là à la fin des années 80, début 90, mais il y en a eu d'autres après qui ont toujours porté ce flambeau-là. Quand on dit que c'est historique et que ça fait 30 ans qu'on l'attend, c'est parce qu'il y a eu tellement de hauts et de bas dans le dossier de la modernisation qui fait que les autres provinces canadiennes ont pris leur envol. Le Québec a toujours resté sur son statu quo. Mais là, oui, je dirais depuis 2010, là, ça fait 10 ans activement que les travaux ont eu lieu. Et qu'est-ce que ça amène concrètement? Ben, c'est certain que ça amène l'autonomie professionnelle. Donc, puis là, j'en profite parce qu'on va en parler ce soir, mais l'autonomie professionnelle, c'est important de ne pas confondre avec travailleur autonome. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde est autonome professionnellement. Votre choix, vos décisions cliniques vous appartiennent. Donc, ça, c'est gagné. Donc, c'est là depuis le 24 septembre. Donc, nous ne sommes plus sous la direction d'un autre ordre professionnel. Donc, on peut vraiment agir avec notre conscience professionnelle et puis l'autonomie, la pratique autonome ou le travailleur autonome. Donc ça, c'est une nouvelle possibilité. C'est quelque chose qui n'existait pas avant, qui vient avec la loi 15 qui nous donne cette possibilité-là parce qu'on a des activités réservées qu'on peut exercer de façon autonome. Jean-François, je vais juste prendre quelques minutes pour demander à toutes les personnes qui nous écoutent ce soir, on est plus que 160 personnes en direct. Si vous avez des questions pour notre président de l'Ordre, alors c'est le temps d'utiliser la barre commentaire pour commenter. J'aimerais ça que vous aimez et partagez cette transmission. C'est très important pour vraiment faire partager toute l'information à nos collègues parce que notre président, je sais que c'est un temps précieux qu'il nous accorde ce soir. Je remercie notre président qui nous a accordé cette entrevue-là. Alors, profitez-en de poser toutes vos questions et n'hésitez surtout pas aussi de commenter pour les 4 prix qu'on a de Dentsply, gracieuseté Dentsply, pour augmenter vos chances. Alors, on attend vos commentaires. Là, la prochaine question, elle vient de Dr. Lucie Papineau.
Elle dit, quand croyez-vous que les protocoles des actes nécessitant une ordonnance collective soient disponibles? Oh, ben là, c'est une double question. Les ordonnances, c'est sûr que présentement, il y a tout ce qui concerne les ordonnances, c'est sous la juridiction de l'Ordre des dentistes du Québec, parce que c'est eux qui ont les activités qui peuvent donner sous ordonnance. Alors, le règlement a été écrit. Il y a un projet de règlement, là, où on a été consulté pour ça, puis on a retourné nos commentaires. Donc, c'est en cours, dans le sens que dans le processus là, de législatif, c'est rendu à l'étape de l'Office des professions. Et là, si on regarde, bon, les ordonnances, ça c'est une chose, ça suit son cours. Les ordonnances collectives, ça va être à préciser après ça dans ce fameux règlement. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va pouvoir être donné en ordonnance collective, puis les conditions à respecter pour que ça puisse se faire. Alors, c'est vraiment, ça suit son cours, puis, mais on m'a dit, parce que je ne suis pas juriste, mais que pour un règlement de cette nature-là, ça va relativement vite, puisque une fois que l'ordre l'écrit, fait ses consultations, l'amène à l'office, alors après ça se retrouve assez vite dans la gazette officielle là, du gouvernement, qui fait que c'est effectif plus rapidement que des lois qui viennent modifier, exemple, comme ce qu'on a vécu avec le Code des professions. Donc, ça, il y a beaucoup plus d'étapes. Excellent. La prochaine question, c'est de Grégoire Génu, une hygiéniste dentaire. Elle dit, est-ce qu'un hygiéniste dentaire autonome peut aller faire des nettoyages à domicile chez n'importe quel patient? Pour une personne en bonne santé qui ne désire pas faire le déplacement vers un cabinet dentaire? Tout ce qui touche, que ce soit à domicile ou à domicile chez quelqu'un ou à domicile chez soi, dès qu'on parle d'une entreprise autonome, donc il y a quand même certaines lois, certains règlements à respecter. Donc, oui, c'est possible. Pour répondre, là, c'est sûr que si on regarde, est-ce que je peux partir mon entreprise et aller offrir mes services et puis aller chez les personnes? Oui, vous avez cette autonomie professionnelle-là pour évaluer la condition bucco-dentaire d'une personne et puis détartrer, polir des dents. Donc, il y a cette possibilité-là. C'est sûr que si votre évaluation vous amène dans une situation où la santé n'est pas stable, les médicaments, vous ne les connaissez pas, il y a des signes cliniques qui nous portent à croire qu'il pourrait avoir une maladie parodontale d'installer. Alors là, je vous demande quand même d'être très prudent parce que c'est pas l'autonomie ne veut pas dire qu'on peut tout faire et faire cavalier seul. On reste comme dans le domaine de la santé bucco-dentaire, il va y avoir vraiment un travail d'équipe à faire pour être certain qu'on offre des services, donc on rend service à la population, mais sans causer de préjudice ou sans causer de problèmes. Donc, on ne voudrait surtout pas se retrouver avec une personne qui a des problèmes à la suite d'un traitement parce que l'évaluation avait été escamotée ou avait été faite de façon trop rapide. D'accord. Elle rajoute une question par rapport à la chlorhexidine. Elle dit, est-ce qu'elle va pouvoir vraiment le prescrire pour faire de l'irrigation? Non, hein? Ben, malheureusement, au Canada, puis c'est des lois là, qui touchent Santé Canada, mais la chlorhexidine, ça fait partie c'est un médicament qui doit être sous prescription seulement. Donc, c'est certain qu'au Canada, la chlorhexidine doit être prescrite par un médecin ou par un dentiste. Donc, l'hygiéniste dentaire ne pourra pas utiliser la chlorhexidine de son propre chef. Il va falloir vraiment une ordonnance, une prescription là, du médecin ou du dentiste traitant. D'accord. J'ai un petit témoignage de Manon Dallaire. Elle dit, pour votre information, la vaccination va débuter la semaine prochaine au CHRACLD pour les patients et le personnel. Elle dit, ma collègue Pierrette Hébert et moi-même sont au dépistage COVID-19. Oui.
Bien, c'est sûr que je vous salue tout le monde de la santé publique que je connais très bien parce que c'est du monde que j'ai côtoyé pendant tellement d'années parce que je viens de la santé publique. Alors, c'est certain que, oui, tous ceux qui sont réaffectés, là, qui sont à d'autres tâches, oui, dans l'ordre de priorité qui a été présenté cette semaine, mercredi, c'est certain que tous ceux qui sont en CHSLD avec un contact direct auprès de la population vulnérable sont dans les priorités là, au niveau des premières doses de vaccins. Et puis, ça se peut qu'il y ait des hygiénistes dentaires qui soient délestés de leurs tâches de santé publique pour aller donner un coup de main. Parce que les équipes de vaccination, normalement, ce seraient des infirmières auxiliaires, mais il en manque. Donc, c'est pour ça que l'arrêté ministériel vient bonifier le nombre de professionnels pouvant faire de la vaccination. Donc, s'ils ont leur formation, puis déjà, ils peuvent commencer à faire de la vaccination, vraiment, je salue cette initiative parce que faut comprendre qu'il y a près de plus de 6 millions, 7 millions de Québécois à vacciner. Ce n'est pas tout le monde qui va l'accepter, mais il n'y aura pas assez de personnel pour vacciner tout le monde. Donc, quand on va rentrer dans la deuxième, troisième, quatrième phase, parce qu'il faut comprendre que l'INSPQ a séparé ça en 12 groupes. Là. Donc, plus qu'il va y avoir de gens à vacciner, plus qu'on va avoir besoin de professionnels. Donc, oui, je sais qu'il y a beaucoup d'hygiénistes dentaires qui ont contribué au dépistage des tests COVID, aux enquêtes épidémiologiques. Donc, oui, ils vont probablement être réaffectés également à la vaccination. Excellent. J'ai Madame Latifa Oumam qu'elle dit jusqu'à quel point on investigue avec le patient si on est seul avec lui. Là, je ne veux pas m'avancer sur pour quelque chose que finalement n'est pas de mon ressort, mais dans le document, c'est certain que l'investigation, en fait, le questionnaire qui est établi, qui devrait être fait, là, je le rappelle à tout le monde, c'est super important, surtout avec la hausse là, des nombres de cas présentement, la transmission communautaire. Il devrait y avoir un premier questionnaire qui est fait au téléphone avant même que la personne se déplace. Et puis, dans votre salle, vous n'avez pas d'autres questions à poser que les questions déjà établies dans le protocole du ministère de la Santé et des Services sociaux concernant les soins, le bucco-dentaire. Donc, je sais que des fois, on veut en mettre plus puis être plus rassuré, mais il n'y a pas de questions supplémentaires à poser qui se trouvent déjà dans le document. Puis, il faut être conscient que ce qu'on fait là, dans les cliniques, là, dans les bureaux privés, c'est un protocole qui fonctionne. Des éclosions en lien avec ce qu'on fait, là, nos activités qu'on fait dans les bureaux privés, il n'y en a pas eu. Donc, les seules éclosions qu'il y a eu, c'était entre collègues, un peu comme ce qu'on peut voir dans différentes entreprises où est-ce que sur l'heure du repas ou pendant les pauses, les gens enlèvent leur masque, donc réduisent un peu leurs mesures de protection et c'est là que la transmission se fait. Donc, il n'y a pas de transmission d'un patient infecté à un autre patient infecté. Tout ça fonctionne très bien. Donc, ce que vous faites, continuez à le faire, vous le faites bien. D'accord. J'ai une question de Stéphanie Joal. Elle dit empreintes conventionnelles ou les empreintes numériques. Elle se pose la question si elle doit vraiment avoir une prescription ou si le dentiste devrait être présent dans la clinique. Puis elle rajoute aussi la question de prendre des radiographies lors d'un nettoyage s'il n'y a aucun dentiste à la clinique. C'est là le droit de le faire. Tout ça, tout ce qui est question des ordonnances, ça va devenir de plus en plus précis une fois que le règlement va être adopté et en vigueur. Si on regarde le premier volet là, de ta question concernant les empreintes, c'est certain qu'il y a comme un changement de paradigme qu'il faut que tout le monde garde en tête. C'est-à-dire, avant, on parle beaucoup dans le domaine dentaire d'actes. On décortique beaucoup un rendez-vous en termes d'actes. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que maintenant, avec les activités réservées qu'on a, qu'elles soient sans ordonnance ou avec ordonnance, c'est la finalité de ce qu'on fait qui est important. Donc, c'est-à-dire, si on va prendre un exemple là, qui est
le protecteur buccal. Le protecteur buccal, c'est clair. Si on peut le fabriquer, le concevoir, le vendre, bien, ça sous-entend qu'on prend l'empreinte et puis on fait notre modèle et on taille notre protecteur buccal. Donc, ça, je veux dire, c'est que ce soit numérique, au plâtre ou une technologie qu'on ne connaît pas, qui va inventer dans 10 ans, ça va perdurer dans le temps. C'est l'activité que l'hygiéniste peut faire de façon autonome. Et quand on regarde les autres activités où on peut prendre des empreintes, bien, présentement, ça fait partie de nos discussions avec l'Ordre des dentistes. Quand on dit qu'on contribue à un traitement orthodontique, est-ce que ça inclut tout? Qu'est-ce que ça inclut? Donc, il y a beaucoup présentement de questions qui demeurent sans réponse, puis qui demandent de vraiment se parler et expliquer, avoir la même terminologie respective là, des deux ordres professionnels. Excellent. J'oublie le deuxième volet, mais c'était après l'empreinte. Ah oui, c'était les radiographies. Si on peut prendre des radiographies. Bon, les radiographies, j'en avais parlé un peu lors de ma conférence là, le 7 novembre dernier, mais c'est sûr que quand on le regarde, une ordonnance ne veut pas dire sous la direction de. Et ça fait partie de tout ce qu'on aura à apprendre comme fonctionnement, nouveau fonctionnement dans les cliniques. Si la prescription, c'est-à-dire l'ordonnance de radiographie est inscrite au dossier, bien, il n'y a pas de problème. L'hygiéniste dentaire va pouvoir prendre les radiographies, même si le dentiste n'est pas présent physiquement dans le bureau à ce moment-là. Si par contre, vous faites votre rendez-vous, vous faites votre détartrage, puis il faudra avoir des radiographies. Mais ça, vous ne pouvez pas initier la prise de radiographie de votre propre chef. Mais il n'y a rien qui vous empêche, si le dentiste est disponible, puis c'est là que le règlement va clarifier, là, mais on va pouvoir l'appeler, et là, on va pouvoir expliquer la situation. Après ça, il va falloir documenter au dossier. Il va vraiment avoir une marche à suivre. Puis je sais que pour nous, dans les cabinets dentaires, on n'est pas habitué à ça. Mais dans le domaine hospitalier, c'est quelque chose là, qui fonctionne depuis plus de 20 ans. Donc, tout le monde fonctionne par ordonnance. Le médecin n'est pas toujours présent quand l'infirmière va administrer un médicament ou un vaccin ou faire un traitement. Alors, l'ordonnance, pour nous, il faut se l'approprier, il faut bien la comprendre. Alors, il va y avoir des séances de formation. Nous, on prévoit vraiment là, une formation spécifique juste sur les ordonnances pour expliquer puis le mettre en contexte, dans notre contexte, nous, du domaine bucco-dentaire. Alors, la prochaine question, je vais vraiment lire tout ce qu'elle nous a écrit, Mme Kim Desrosiers, Onana. Je vais vraiment tout lire ce qu'elle vous a écrit. Moi, je suis confrontée à un réel problème depuis la nouvelle loi. Je fais du blanchiment dentaire depuis 17 ans et je fais du blanchiment dentaire de façon indépendante depuis 5 ans. Et depuis la nouvelle loi, je suis confrontée à des dentistes qui font semblant de ne pas connaître le projet de loi. Et du même coup, les dentistes refusent à 99% de signer des ordonnances à leurs patients pour que ce dernier bénéficie de mes bons soins. Même s'ils sont obligés qu'ils refusent, est-ce que vous avez un plan B? Car le blanchiment, c'est notre domaine, c'est nous qui en faisons depuis toujours et non les dentistes lui-même. Nous sommes habitués de dépister les maladies bucco-dentaires qui empêcheraient le traitement. Pourquoi aujourd'hui on nous met une si grande barrière? Quand on sait très bien que les techniciennes en blanchiment ont toutes continué de blanchir les dents des gens. S'il vous plaît, trouvez une solution pour nous, les professionnels. C'est un dossier qui nous, quand on a bâti notre mémoire, puis on s'est préparé vraiment à ce qui allait être les retombées du projet de loi 29, le blanchiment dentaire, jamais on avait cru que ça prendrait une si grande importance. Puis, c'est important là, de le rappeler que ce n'est pas une demande de l'Ordre des hygiénistes dentaires. Là. Le blanchiment dentaire, on savait qu'il y avait des problèmes au Québec. C'était non réglementé.
c'est documenté depuis des années. J'ai même assisté à des formations, des conférences là, au début des années 2000, puis on voyait des traitements qui avaient été faits justement par des non-professionnels avec des complications vraiment sévères. Alors, c'est certain que pour un ordre professionnel, son mandat premier, c'est la protection du public. Alors, ce que le législateur, le gouvernement a fait dans cette situation-là, c'est qu'il y avait tellement de cas où il y avait des problèmes post-traitement, c'est-à-dire des blanchiments qui ont été faits sur des dents qui avaient des signes de lésion ou qui avaient des atteintes là, vraiment là, dentinaires, pulpaires. Et puis, les gens n'étaient pas outillés pour bien évaluer, faisaient des blanchiments. Puis, vous le savez, hein, n'importe quel hygiéniste dentaire ou dentiste là, qui est présent ce soir vont savoir que nous, on fait l'évaluation de la bouche, puis on a tout notre plan en tête pour leur dire qu'est-ce qu'ils devraient faire, c'est quoi la priorité des traitements. Puis la première chose qu'ils vont dire, vous, c'est quoi? Ben, je veux des dents blanches. Et il y a comme un phénomène aussi qui est comme plus fort que nous. Alors, ce que je peux dire, c'est que c'est un dossier qu'on travaille activement, mais qui n'est pas de notre ressort, puisque tout l'esthétique, c'est vraiment une activité réservée qui a été ajoutée dans les activités réservées des dentistes. Alors, tout ce qui touche les traitements esthétiques, maintenant, au Québec, ça appartient aux dentistes. Ce que la loi 15 ou le projet de loi 29 a fait, c'est qu'il a dit, bien, sous ordonnance, l'hygiéniste dentaire, puisqu'elle est compétente, outillée, bien informée, va pouvoir faire donc les techniques de blanchiment. Nous, on est vraiment dans la technique. Qu'est-ce qu'on choisit? C'est comme traitement. On est vraiment dans l'application là, du traitement. Mais tout part vraiment de est-ce qu'il y a un examen diagnostique qui a été fait? Est-ce que la personne peut recevoir un traitement de blanchiment? Donc, oui, c'est certain que quelqu'un là, comme ce que tu nommais, là, une hygiéniste qui fait ça depuis 15 ans, depuis 20 ans, effectivement, là, qu'elle en a vu plusieurs, puis elle serait apte à le faire. Mais la loi est claire, c'est-à-dire que ça va prendre une ordonnance et ça va être vraiment au patient, c'est-à-dire c'est le client qui va arriver et qui va dire, là, je veux faire blanchir mes dents, est-ce que je peux? Et puis, l'ordonnance va être donnée pas à l'hygiéniste dentaire qui fait des blanchiments, mais ça va être vraiment donné au client qui veut avoir un blanchiment et qui peut aller voir le professionnel de son choix pour l'avoir, son blanchiment. Mais les esthéticiennes ne feront pas partie de ça. Là. Exactement, mais c'est ça la question de Mme Stéphanie Gérard. C'est une gestionnaire de clinique. Elle nous demande vraiment si on peut clarifier le blanchiment dentaire comme acte réservé aux hygiénistes dentaires parce qu'elle dit qu'il y a des produits utilisés comme pour le professionnel et des produits utilisés pour les esthéticiennes. Fait c'est comme elle nous demande vraiment de clarifier ça. S'il y a des produits pour le professionnel, que ça soit réservé aux hygiénistes dentaires, mais s'il y a des produits esthétiques pour l'esthéticienne, parce que maintenant, on sait que le blanchiment est plus réservé aux hygiénistes dentaires. C'est un acte maintenant délégué à l'hygiéniste dentaire. Les produits de blanchiment de dents que les esthéticiennes peuvent utiliser, c'est les mêmes produits que monsieur, madame, tout le monde peut acheter sur les tablettes d'une pharmacie. Donc, c'est certain que dès qu'il y a une technique associée à un blanchiment de dents avec qu'il n'y a pas un mode d'emploi fourni par la compagnie, par celui qui fait finalement le produit de blanchiment. Donc, ça, c'est très bien réglementé, là. On ne peut pas retrouver n'importe quel produit là, sur les tablettes d'une pharmacie. Donc, tout ce qui est du blanchiment dentaire professionnel, donc là, je ne connais pas là, les produits que les esthéticiennes utilisent comparés à ceux des cliniques dentaires, mais en bout de ligne, c'est pratiquement les mêmes produits, là. Donc, dès qu'on va avoir un produit qui se trouve à être, qui a un risque de préjudice, c'est-à-dire qu'il y a du peroxyde de carbamide ou peroxyde d'hydrogène, ou qui va avoir un pourcentage qui va faire qu'il y a un risque de préjudice, bien à ce moment-là,
c'est certain que ça devient sous la gouverne là, d'une activité esthétique réservée à l'Ordre des dentistes. OK, parfait. J'ai Marie-Ève Ranguet, là, elle vous demande, avec l'adoption de la loi 29 de notre autonomie professionnelle, y aura-t-il quelque chose de fait pour les dentistes qui ne semblent pas vouloir profiter de notre autonomie pour élargir les heures d'ouverture des cliniques et, admettons, ouvrir d'autres horaires là, pour laisser l'hygiéniste travailler d'une façon indépendante, autonome? Bien, ça s'en vient. Je vous dirais que chaque clinique dentaire est une PME. Oui. Alors, il y a autant de styles de gestion qu'il y a de PME. Oui. Alors, c'est certain qu'il faut, c'est vraiment du travail d'équipe. Oui. Donc, moi, ce que je suggère à tout le monde, c'est vraiment de profiter de vos rencontres d'équipe. Quand vous discutez des orientations de la clinique, qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez orienter la pratique. Donc, c'est d'en discuter ouvertement parce que maintenant, il faut voir l'hygiéniste dentaire comme un collaborateur. Oui. Alors, l'hygiéniste dentaire, présentement, avec ses activités réservées, son nouveau champ de pratique, bien, c'est certain qu'on devient comme part entière professionnellement de l'équipe. Alors, et là, il y a toujours comme, oui, il y a le propriétaire. Le propriétaire a son droit de gestion. Mais quand on arrive dans l'organisation des services professionnels, bien là, ça devrait être vraiment une discussion d'équipe sur comment on peut organiser, parce que oui, il va y avoir possibilité. Quand on regarde la liste d'activités qui peuvent être faites avec ou sans ordonnance, bien, à ce moment-là, il va y avoir moyen d'avoir des plages horaires peut-être différentes qui vont permettre aux hygiénistes dentaires de pouvoir faire des rendez-vous, mais sans nécessairement avoir le dentiste directement dans la clinique à ce moment-là. Exact. Donc, il y a certaines activités qui devront toujours se faire en partage. Quand on regarde l'orthodontie, ben, on contribue à un traitement, mais contribuer, ce n'est pas la prise en charge. Alors, c'est certain que, bon, dans tout ce qui touche les bureaux d'orthodontie, il va y avoir des discussions là, pour vraiment bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui peut être fait, comment ça peut être fait, est-ce qu'il va pouvoir avoir des ordonnances. Donc, je pense que le règlement sur les ordonnances là, qui s'en vient bientôt va vraiment aider tout le monde là, à organiser leur planification. Excellent. On va juste, parce qu'on est plus que 200 personnes, 215 personnes en direct, toutes les personnes qui se sont rejointes, j'aimerais juste partager avec eux les prix à gagner. On a 4 tirages à faire à la fin de la transmission. J'aimerais savoir vos commentaires. Pourquoi vous voulez gagner le prix? Vous pouvez juste écrire numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et comme ça, on va faire le tirage tout à l'heure. Donc, le numéro 1, c'est une boîte de 24 sachets de Résurge. Le numéro 2, c'est une boîte de 200 capes de pâte à profil Nupro. Numéro 3, c'est la boîte de 100 vernis au fluor Nupro White. Et le 4e prix, c'est une boîte de 100 capes de pâte à profit avec Sensodine. Alors, je souhaite bonne chance à tout le monde. On va continuer. J'espère qu'on va couvrir tous les sujets, Jean-François, parce que... Il y en a beaucoup, hein, Amal? Il y en a énormément. Écoute, on n'est même pas rendu à la moitié. Écoute, nous, ça nous occupe plus qu'à temps plein, je vous dirais. Exact. Il y a la pandémie, oui, qui nous occupe beaucoup, mais on dirait que tout est arrivé en même temps. La modernisation est arrivée à un point où est-ce que ben, tout le monde l'attendait, mais en même temps, il y avait tellement de sceptiques qui disaient « Ah, ben c'est pas le temps, ce sera jamais le gouvernement de la CAQ qui va aller de l'avant avec des avancées, parce que je vous rappelle que c'était quand même les seuls qui n'en parlaient pas dans leur programme électoral, là. Le Parti québécois, le Parti libéral, tout le monde, le Québec solidaire, bon, qui est les pionniers, en parlait depuis longtemps, mais la CAQ ne s'était jamais positionnée sur l'autonomie des hygiénistes dentaires et d'un modèle de pratique modernisé. Et puis, vraiment, le changement de ministre en courant d'été avec l'arrivée de Mme McCann, ça a vraiment pris tout le monde par surprise en disant, ben là, je règle le dossier, on avance le projet de loi 29, et ça s'est fait très vite, là.
3 septembre, commission parlementaire, 24 septembre, adopté, sanctionné. Oui, la bonne nouvelle. Pour nous, c'est vraiment... Là, les hygiénistes dentaires. Ah, Félicitations. tout à fait. C'est une avancée parce que c'est un projet de loi qui incluait quand même plusieurs changements législatifs. Là. Nous, on l'a vécu beaucoup parce que ça nous touchait le domaine bucco-dentaire, mais il y a toutes les sciences appliquées aussi, et puis il y avait différents amendements là, qui venaient faire au Code des professions. Donc, c'est quand même un projet de loi qui était très ambitieux là, que le gouvernement a décidé de mener à terme. Alors maintenant, je suis rendue à un autre volet. C'est un volet de l'entrepreneuriat. Alors, pour les hygiénistes dentaires entrepreneurs qui veulent ouvrir leur propre pratique, j'ai d'abord une question parce que j'ai fait une petite recherche pour voir qu'est-ce qui se passe dans d'autres provinces et voir comment une hygiéniste dentaire dans d'autres provinces peut ouvrir sa propre pratique, une clinique dentaire d'hygiène. Et en Ontario, par exemple, une hygiéniste dentaire graduée doit travailler un minimum de 2 ans ou avoir 3200 heures avant de pouvoir travailler de façon autonome, indépendante. Et après, elle doit suivre quand même des formations spécifiques sur la radiologie, sur, comme des formations d'extra avant de pouvoir ouvrir sa propre pratique. Et en Colombie-Britannique, par exemple, si l'hygiéniste veut démarrer sa propre entreprise, elle doit avoir gradué d'un des programmes universitaires approuvés. C'est rendu à l'université notre programme d'hygiène dentaire. Donc, l'hygiéniste doit vraiment être bachelière pour pouvoir ouvrir sa propre pratique. Et pour les cliniques dentaires, les cliniques d'hygiène dentaire qui existent déjà, ben, eux, ils ont rendu avec un permis spécial parce que c'est une nouvelle loi de la Colombie-Britannique de cette année. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour nous là, sur le côté de Québec? Est-ce que l'Ordre va vraiment faire des prérequis ou des choses? Non, puis je dirais que c'est pas non plus, c'est pas quelque chose qui, dans le modèle professionnel au Québec, il n'y a pas d'exemple de ce que tu nommes, dans le sens que on dit souvent que le Québec est une province distincte à plusieurs niveaux. Bien, au niveau des lois professionnelles et de son système de scolarité, c'est complètement différent des autres provinces. Alors, ici, premièrement, ce que peut-être pour un bac, un DEC, bon, ici, c'est un diplôme d'études collégiales, mais quand on regarde le parcours scolaire d'un étudiant au Québec, quand il gradue de son DEC, avec le nombre d'années passées sur les bancs d'école, la scolarité qu'il va chercher, les compétences qu'il acquiert, ça a été démontré à plusieurs reprises et très documenté que c'est l'équivalent d'un bac. Mais il ne faut pas penser que parce que dans d'autres provinces, c'est à l'université que c'est nécessairement un bac qualifiant. Il y en a que c'est des diplômes, mais comme pas des certificats, mais parce qu'encore là, c'est différent dans leur province que la nôtre, mais c'est vraiment, c'est à l'université, oui, mais ce n'est pas un baccalauréat comme on l'entend dans cette province-là. Mais ce qui est clair, c'est que quand il y a eu la fameuse entente sur la mobilité de la main-d'œuvre au Canada, là, ça c'était 2007, là, 2009, dans ce coin-là, tout avait été évalué. Et puis, pourquoi il y a eu la mobilité de main-d'œuvre et que le permis sur permis était possible? Bien, c'est parce qu'ils ont regardé le profil de sortie avec les compétences d'une hygiéniste au Québec par rapport aux autres provinces. Et puis, le constat était que le permis sur permis était tout à fait normal et tout à fait acceptable. Alors, ça, c'est pour peut-être régler là, la différence entre un bac. Ici, on n'a pas non plus de différentes classes de permis. Vous entendez souvent dans d'autres provinces des rangs ou des permis avec différents groupes de permis. Ici, au Québec, la majorité des ordres, bon, c'est sûr qu'il y a des exceptions, mais la majorité, c'est tu l'as ou tu ne l'as pas. Tu es membre de ton ordre ou tu n'es pas membre de ton ordre. Donc, je porte le titre d'hygiéniste dentaire avec tout ce que ça comprend ou je ne le porte pas. Il peut arriver des fois qu'il y a certaines restrictions où on va demander de ne pas
aller dans tel champ d'exercice parce que les compétences ne sont pas atteintes. Mais ce n'est pas un permis qui est différent, c'est juste qu'on dit c'est un permis avec limitation. Alors, c'est vraiment un modèle au Québec qui est axé sur le code de déontologie de chaque ordre professionnel. Il y a une responsabilité à chacun. Je fais ce que je peux faire parce que j'ai les compétences de le faire. Et puis, si je n'ai pas les compétences, je ne le fais pas. Et quand on parle de partir une entreprise, je m'excuse, mais ce n'est pas enseigné. Alors, au moment présent, quelqu'un qui sort du cégep avec son DEC, s'il n'a pas fait des cours en management, des cours de marketing, ou qu'il ne va pas engager quelqu'un pour l'appuyer dans cette démarche de démarrage d'entreprise, ben, n'a pas les compétences nécessaires. Donc, c'est important d'aller vraiment s'outiller pour être sûr d'être conforme aux lois, aux règlements en vigueur. Puis là, je ne parle pas juste des règlements de l'ordre. Il y a des lois fiscales, il y a des lois entrepreneuriales, il y a la loi de l'impôt. Donc, tout ça, c'est vraiment un monde qui est assez complexe et qui doit être respecté. Donc, pour répondre à la question, oui, au Québec, tout hygiéniste dentaire peut ouvrir sa pratique. Alors, c'est très, très nous, bon. Comment on va s'assurer que ceux qui ouvrent une pratique ont un bon modèle d'affaires et ne causent pas préjudice aux gens qu'ils desservent? Bien, c'est par l'inspection professionnelle, c'est par l'offre de formation continue. On a plein de belles formations qui s'en viennent là, en 2021, justement sur le débarrage d'entreprise, la publicité, il y en a vraiment là, pour chaque aspect là, de la loi 15, il va y avoir un programme de formation continue qui va être offert par l'ordre pour justement là, parler de démarrage d'entreprise. On a déjà vu, là, on est en pourparlers avec des organismes, là, des gens là, qui c'est leur domaine et qui vont nous préparer des formations sur mesure vraiment pour nous aider à démarrer nos entreprises. C'est excellent. Puis d'ailleurs, deux hygiénistes dentaires qui avaient posé cette question-là, j'allais les poser, mais je pense qu'ils ont reçu leur réponse pour dire, ils demandent, je veux ouvrir mon propre bureau, mais rien n'est clair à ce sujet. Je pense que tu viens vraiment de donner la réponse. Mais j'ai une question d'une enseignante, Madame Jocelyne Joanne, qui est enseignante au cégep. Elle dit à quel moment une formation sur les modalités permettant l'ouverture d'une clinique seront intégrées dans le programme de technique au cégep? Ah, ben là, la technique au cégep, tout le programme doit être revu de fond en comble. Alors, vous savez que le devis là, du DEC en hygiène dentaire date d'une autre époque. On peut même parler d'un autre siècle. Il date des années là, fin 90. Alors, c'est complètement désuet. Alors, c'est certain que là, je sais que c'était dans les priorités du ministère de l'Enseignement supérieur de revoir le DEC en hygiène dentaire. Alors, probablement qu'en 2021, on devrait avoir là, tout le processus qui est enclenché. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un DEC qui est revu, il y a une analyse de situation de travail, des experts qui sont consultés, et puis là, après ça, on bâtit un devis avec la collaboration des enseignants qui effectivement sont les mieux placés, là, sont dans le domaine, et puis, mais en s'inspirant aussi de l'analyse de la situation de travail du milieu. Donc, je sais que le ministère attendait là, que la loi soit sanctionnée. Maintenant, c'est le cas. Alors, c'est certain qu'il faudrait s'attendre. Puis, j'invite Jocelyne et puis les autres enseignants de faire des demandes dans ce sens-là à leur direction des études pour qu'eux l'amènent au ministère de l'Enseignement supérieur. Nous, on le pousse de notre côté, mais puisque on ne fait pas partie de l'enseignement. Les autres professionnels, on a notre ministre, donc c'est Mme McCann. Et là, on se retrouve à être bien placé parce que Mme McCann a les lois professionnelles et l'enseignement supérieur. Donc, disons que c'est facile pour nous de pousser de notre côté pour que ça se fasse, mais ça doit venir aussi du milieu. Donc, chaque direction des études peut faire la demande au ministère pour que des programmes soient revus là, à chaque année. Ils sont sondés pour ça.
Jean-François, avant de poser la prochaine question, je vais faire une demande spéciale. C'est vraiment d'allonger le temps de la rencontre à 30 minutes parce que j'ai pas fini avec des volets qui sont hyper intéressants. J'ai pas fini avec l'autonomie professionnelle, la publicité. J'ai aussi la pénurie de l'hygiéniste dentaire. Est-ce que vous êtes d'accord de nous accorder un autre 30 minutes juste pour aller couvrir tous les volets que j'avais préparés pour toutes les personnes qui nous écoutent ce soir? Je regarde mon agenda, là, puis je pense que c'est correct. Là. Je pense qu'on peut continuer. Vous êtes vraiment généreux, là. Merci beaucoup, Jean-François. Puis je demande à 225 personnes qui nous écoutent en direct qu'on va rester en 30 minutes juste pour couvrir tous les volets que j'avais vraiment préparés. C'est tous des volets qui sont très intéressants avec la loi 29 pour les hygiénistes dentaires. Alors, je vous demande de rester. Puis je vous demande aussi de continuer à commenter pourquoi vous voulez gagner les 4 produits parce qu'on va faire le tirage à la fin de la rencontre. Je passe à la question de Marjolaine, que je la trouve vraiment intéressante. Elle dit, croyez-vous qu'il sera possible éventuellement de s'incorporer si je démarre mon entreprise cabinet d'hygiène dentaire? Puis la deuxième question, elle dit, aurons-nous prochainement des codes d'actes afin que nos services soient couverts par les assurances privées si nous travaillons de façon autonome? Encore, bon, question à 2 volets. Commençons par le premier. Oui. Incorporation, oui. C'est sûr que présentement, nous, il faut comprendre que dans le Code des professions, pour pouvoir s'incorporer, ça passe par un règlement de chaque ordre professionnel parce qu'il faut comprendre que, bon, l'incorporation d'une entreprise, c'est quand même assez complexe. C'est-à-dire que souvent, bon, on entend des sociétés, puis bon, des regroupements, puis des fois, ben, c'est une compagnie X, compagnie avec des numéros. Alors, ce qui est très établi puis qui est clair dans le Code des professions, c'est que les activités, un professionnel ne peut pas se cacher en arrière d'une société ou d'une incorporation d'entreprise. Alors, c'est pour ça que le Code des professions dit vous ne pouvez pas vous incorporer et vous cacher professionnellement. Je parle là, derrière une société. Donc, tous les actes qui sont rendus, on est redevable de ce qu'on fait. Mm-hmm. Alors, il faut vraiment que ça soit fait par règlement, par l'ordre. Oui. Donc, chaque ordre professionnel qui permet l'incorporation doit rédiger son règlement. Alors, nous, oui, on le savait que l'autonomie s'en venait. Donc, c'est dans notre calendrier réglementaire, l'ensemble des règlements qu'on a à produire. Ce n'est pas celui qui est prioritaire, mais c'est celui qui va arriver dans notre planification de 2021-2022. Donc, probablement plus vers la 2022, parce que, bon, 2021, c'est demain, là. Oui. Et puis, on a encore beaucoup de travaux à faire, mais 2022, il faut comprendre que l'année financière d'un ordre professionnel, c'est du 1er avril au 31 mars. Oui. Alors, probablement là, que dès le début 2022, là, janvier, mais encore là, je veux dire, on est à la merci de l'actualité et de tout ce qu'on nous demande de produire et de faire. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on avait prévues cette année puis qu'on a dû reporter à l'année prochaine. Mais soyez sans crainte, c'est vraiment quelque chose qui est prévu puis qui est là, de le permettre. Et puis, pour... les actes, les codes des actes pour les assurances. Les codes des actes, c'est des codes qui sont canadiens. Donc, je sais que ces codes-là existent. Je les ai vus. Je suis membre, d'ailleurs, de l'Association canadienne. Donc, j'ai accès à ces codes-là. Je les vois. Je sais qu'ils existent. Au Québec, ceux qui présentement s'occupent de ce volet-là, c'est la Fédération des hygiénistes dentaires du Québec. Alors, vraiment, je vous invite à communiquer avec eux. Ils vont pouvoir vous donner plus d'explications, puis vraiment les paramètres, comment ça fonctionne. Parce que les codes sont rattachés à une activité professionnelle. Et puis, après ça, ben, c'est avec les assureurs. Mais c'est vraiment la Fédération qui a pris ce volet-là en charge, qui va vraiment mieux répondre à vos questions.
Je salue de là notre présidente de la fédération, Mme Mélanie Dubreuil, et son équipe. Ils ont fait vraiment un travail colossal pour préparer tous les documents pour les hygiénistes dentaires qui veulent ouvrir leur propre pratique. Alors, je vous invite d'adhérer à la fédération pour avoir accès à tous ces documents-là. Et nous, de notre côté, je peux dire, ce volet-là qui est très, très administratif, là, oui. Nous, on va prendre l'autre volet. On a une formation présentement qui est en cours de production qui va vraiment être du côté législatif, légal, déontologique. Donc, tous ces aspects-là, on a une formation là, qui va se détacher en plusieurs volets. Comment je démarre mon entreprise? Qu'est-ce que je dois respecter par rapport à mon ordre, par rapport au code des professions, par rapport à mes responsabilités professionnelles? Donc ça, l'ordre va vraiment être là pour vous donner là, les ressources nécessaires pour démarrer votre entreprise. La prochaine question vraiment s'enchaîne avec le sujet. C'est vraiment au niveau de la publicité. Alors, les hygiénistes dentaires qui veulent ouvrir leur propre clinique dentaire, puis ils veulent commencer peut-être par des promotions, de faire des coupons rabais de 2 pour 1 ou d'offrir des pourcentages de rabais. Vraiment, c'est quoi les règlements au niveau de la publicité, juste pour éclaircir les hygiénistes dentaires? La publicité, c'est complexe, hein? Oui. Et puis, c'est sûr que si je fais, mettons, je mets ça en perspective, on a déjà certains articles du Code des professions pour les 46 ordres qui réglementent là, vraiment la publicité. Après ça, chaque ordre a son code de déontologie. Donc, vraiment, je vous invite à aller ouvrir votre code. Pour ceux, le code de déontologie, on ne l'ouvre pas seulement dans le cours de l'analyse de la portion de travail en première année de cégep, là. Il faut l'ouvrir régulièrement puis aller voir ce qu'il faut. Et l'inspection professionnelle aussi, hein? Oui, bien, il y a une section vraiment qui s'appelle publicité. Donc, tout ce qui touche, c'est la section 4 de votre code de déontologie à partir de l'article 55. Et c'est vraiment bien détaillé. C'est sûr que c'est des textes de loi. Alors, quand vous avez un texte de loi, vous dites, ouais, OK, ça veut dire quoi ça en québécois? Bien, à ce moment-là, je vous invite vraiment à écrire une question spécifique en lien avec ce que vous ne comprenez pas à la syndic de l'ordre. Alors, elle est là vraiment pour vous aider. Et puis, si jamais vous avez le désir de faire de la publicité, vous devez savoir que très prochainement, là, aujourd'hui, justement, là, on a eu une réunion où on traitait de ce sujet-là. Il y a une belle formation qui s'en vient par un avocat là, qui est spécialisé en droit professionnel. Là. Et puis, c'est vraiment bien fait. C'est une formation qui va vous outiller sur qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous allez faire, avec des exemples pratiques. Puis je sais qu'on a touché un peu ceux qui étaient présents à Montréal l'année passée. On avait fait un colloque sur l'éthique et la déontologie juste avant l'Assemblée générale. On avait traité de ce sujet-là avec justement notre syndic et notre conseiller juridique. Mais c'est certain qu'il y a une formation là, qui s'en vient qui va vraiment vous guider là-dedans. Parce que c'est certain que, je vous donne un exemple, là, Jean-François Lortie, spécialiste de la prévention. Bien, d'utiliser un terme comme spécialiste, je ne peux pas, parce qu'il faudrait que l'ordre émette des permis avec des titres de spécialistes. Alors, quand on parle de spécialité au Québec, bien, on a à penser les spécialités dans le domaine bucco-dentaire. Un parodontiste, un orthodontiste, c'est des spécialistes. Ils ont cette reconnaissance professionnelle-là. Mais pour les hygiénistes dentaires, on ne peut pas se donner un titre de spécialiste puisque ça n'existe pas dans notre code de déontologie, dans notre législation. C'est parfait ici. J'ai vraiment beaucoup de commentaires. J'ai Claudia Quirion qui dit « La Fédération répond toujours à toutes mes questions et ce, très rapidement. » J'ai Madame Frank... j'ai Frank Giberne, il dit « Vous devriez inviter rapidement les représentants de la Fédération pour discuter de la question des codes de la facturation reliés aux services offerts par les hygiénistes dentaires dans un autre Facebook Live. » Définitivement, on va vraiment faire ça. La prochaine question... C'est un besoin, hein, parce que je vous dirais qu'il y a plusieurs questions qu'on reçoit. Puis, nous, la Fédération, là,
vous vous souvenez peut-être là, à Drummondville, lors du dernier congrès de l'Ordre, c'est une question qui nous avait été posée. Puis la Fédération, ça fait partie des partenaires de l'Ordre. On discute avec eux. Quand on reçoit des questions, on les envoie à la Fédération si ça ne nous concerne pas. Puis quand la Fédération reçoit des questions qui concernent l'Ordre, ils nous les envoient. Donc, l'échange est là. Au début de la pandémie, on a eu cette collaboration-là parce que les hygiénistes dentaires avaient beaucoup de questions sur le mode de fonctionnement. Alors, quand ça regardait l'Ordre, la Fédération nous les envoyait, nous les envoyait. Et il y a un communiqué qu'on fera bientôt là, pour vraiment expliquer les rôles de chacun. Mais oui, je suis d'avis que puisque ces questions-là reviennent souvent, ce serait une bonne idée de les inviter pour qu'ils puissent en parler. C'est parfait. Alors, le prochain volet, c'est la pénurie des hygiénistes dentaires. Mais avant, je vais juste faire un dernier rappel pour tu peux prendre un verre d'eau en attendant que je fasse ma pause publicitaire. Alors, pour les tirages, on a 4 prix à tirer. On a numéro 1, 2, 3, 4. C'est des boîtes gracieuseté de Dentsply. Je vous demande de commenter, nous dire pourquoi vous voulez les gagner. Est-ce que vous voulez les essayer ou c'est la première fois que vous allez essayer ces produits-là? Alors, on attend vos commentaires. J'aimerais aussi que vous aimez et partagez cette transmission pour pouvoir faire profiter le maximum de personnes de tout ce qu'on a parlé et jasé avec le président de l'Ordre des hygiénistes dentaires, M. Jean-François Lortie. La pénurie des hygiénistes dentaires ressentie dans tout le Québec, Monsieur le Président. On a posé une question sur notre page Facebook. Puis la question, c'était, seriez-vous d'accord pour la création d'un programme accéléré en hygiène dentaire afin de faire face à la pénurie des hygiénistes dentaires au Québec? Je sais que les médias ils vous ont approché pour parler de ce sujet. Plusieurs cliniques dentaires dentistes parlent aussi de cette problématique-là. Qu'est-ce que vous en dites pour un programme accéléré? Je pense que les membres ont parlé. J'ai suivi les discussions sur la page Facebook de l'agence. Puis on peut dire qu'à haut pourcentage, je n'ai même pas besoin de me prononcer. Je pense que les hygiénistes ont déjà tout dit. Par contre, ce qui est important de préciser, parce que je pense qu'il faut expliquer comment ça fonctionne au collégial. Un programme accéléré, donc des formations accélérées, dans le système, dans le réseau public des cégeps, des collèges, personnellement, j'en connais pas. Et puis pas juste en hygiène dentaire. Quand on parle de n'importe quelle technique, les techniques sont faites selon un cheminement bien établi avec offre de cours à l'automne, offre de cours à l'hiver, et puis il y a une suite logique de cours en cours. Le seul programme accéléré qu'on peut dire, je le mets en guillemets parce que c'est pas un DEC, c'est une AEC. Alors, il y a une AEC qui est reconnue par le ministère qui s'appelle une AEC en hygiène dentaire, mais pour dentistes formés à l'étranger. Alors, ça, c'est une AEC qui existe avec des critères de sélection bien établis à l'entrée. Et l'AEC n'est pas offert par la formation régulière d'un cégep, mais bien par un service de formation continue. Donc, c'est un service aux entreprises. C'est-à-dire que, exemple, pour les dentistes étrangers, bien, il y a une analyse qui est faite au niveau de l'ordre pour revoir les équivalences. Après ça, bien, il y a une prescription qui est faite. Et avec cette prescription-là, le candidat peut aller à l'AEC et dire, bien, j'ai besoin de faire ce cours-là, ce cours-là, ce cours-là, ce cours-là. Et c'est un programme qui, normalement, se fait entre 12 et 18 mois. Là. Donc, normalement, ça se fait sur un an et demi, parce qu'il faut comprendre que le gros de la formation, c'est un 400, ben, plus de 400 heures là, en stage clinique. Donc, c'est des formations qui sont pratiques. Le DEC accéléré, j'ai cherché, là, parce que je sais que tu m'en as parlé en début de semaine, puis je me suis dit, ça existe, est-ce que ça existe? Puis j'en ai trouvé quelques-uns, mais c'est dans des collèges, des cégeps privés. En fait, j'ai vu un DEC accéléré en soins infirmiers, DEC accéléré
en soins préhospitaliers d'urgence, en inhalothérapie. Et puis, c'est vraiment des cégeps privés. Et puis, ils ont des critères de sélection très, très sévères, c'est-à-dire, pour pouvoir rentrer dans ce DEC accéléré, vous devez avoir déjà un DEC. Donc, c'est-à-dire, votre formation générale doit être faite. Votre français, votre philo, éducation physique, cours complémentaires, tout ça, c'est fait. Alors là, vous faites juste vos cours de formation spécifiques. Et puis, eux, ils ont des programmes accélérés, mais qui, en fait, est simplement un ordonnancement de cas qui se fait pour juste les cours qui sont spécifiques au domaine, qui ne sont pas de la formation générale. Mais dans les cégeps, présentement, c'est quelque chose qui ne pourrait pas se faire puisque la plupart des cégeps, à part un, Édouard, mon petit, pour ne pas le nommer, lui, il a de la formation, offre des cours automne-hiver parce qu'il accepte cohorte à l'automne, cohorte à l'hiver. Mais les autres, les 8 autres cégeps, c'est une cohorte qui démarre en août, donc avec des cours à l'automne, des cours à l'hiver. C'est-à-dire, si on me reconnaît un cours, je dois attendre que l'autre s'offre. Et on ne peut pas devancer puis faire du programme sur mesure. Il faut y aller avec des cohortes. Alors, c'est certain que l'idée n'est pas mauvaise, mais ce ne serait pas accélérer, je coupe des cours, je coupe des compétences. C'est accélérer, j'ai 30 ou 40 candidats qui ont le même profil et puis je le fais en accéléré. Mais ça, peut-être, il y en a peut-être qui peuvent répondre, mais moi, je n'ai jamais entendu parler de ça en hygiène dentaire au Québec. Donc, c'est vraiment plus l'accéléré, c'est l'AEC pour les dentistes formés à l'étranger. Jean-François, j'ai vraiment une assistante dentaire qu'elle te pose vraiment une question. Elle te dit présentement, en manque d'hygiéniste dentaire d'une future pénurie, est-ce possible d'envisager un éventuel cours AEC pour les assistantes dentaires? Là? Elle parle de vraiment pour les assistantes dentaires car nous avons déjà de bonnes bases telles que les radiographies, la profil, les empreintes, même si nous ne sommes pas encore autorisés à le faire. Nous avons quand même été pratiqués et évalués pour cela par le ministère, pour pouvoir remplir les tâches qu'une hygiéniste fait en cabinet dentaire. Avez-vous un plan ou une possibilité que les assistants dentaires aident à combler ce manque d'hygiénistes? Et oui, comment? Un plan, parce qu'un plan, c'est sérieux, ça veut dire qu'il y a un plan d'action. Non, parce que moi, je n'étais pas au courant de ça avant justement le débat lancé sur Facebook. Et l'idée est bonne. Puis je veux dire, moi, avant d'être président, j'ai enseigné pendant 13 ans l'hygiène dentaire à des assistants dentaires. J'en ai eu dans toutes mes cohortes des 13 dernières années. Donc, oui, je comprends très bien ce que cette personne-là vit parce que présentement, ce qu'on appelle dans le jargon de l'enseignement une passerelle, ça n'existe pas entre le DEP en assistance dentaire et le DEC en hygiène dentaire. Ni en médecine dentaire non plus. Ce n'est pas un préalable d'avoir un DEC pour aller en médecine dentaire. Vraiment pas. Puis même souvent, on dit si vous venez pour être dentiste, quand ils commencent, on dit vous n'êtes pas à la bonne place. Allez en sciences de la nature parce que c'est ça que vous avez besoin pour rentrer en médecine dentaire. Donc, il y a vraiment quelque chose qui ne s'arrime pas dans le domaine bucco-dentaire. Et puis, je pense que le meilleur exemple pour s'inspirer, ce serait le nursing. Dans les soins infirmiers, il y a vraiment une passerelle infirmière auxiliaire, DEP, DEC. En soins infirmiers, il y a une passerelle, des cours qui sont reconnus. Après ça, il y a une autre passerelle pour le bac en soins infirmiers avec le DEC en soins infirmiers. Alors, il y a vraiment un modèle qui existe, qui a été créé à cause d'une pénurie. Oui. Alors, quand le gouvernement met le doigt sur quelque chose, parce que pénurie, il faut s'entendre que nous, on le dit, on l'entend, mais quand je parle au ministère ou au gouvernement, pour eux, dire le mot pénurie a une implication vraiment importante. Donc, pour eux, on parle, puis je l'avais noté, on parle de rareté de main-d'œuvre, on parle de situation en équilibre. On utilise plein de thèmes pour dire qu'il n'y a pas de pénurie dans notre domaine, mais parce que sur le terrain, on vit quelque chose,
mais au niveau des instances gouvernementales, puisque nous, on est dans le public, bien, souvent, eux, ils vont dire, ben non, ça va bien. Quand on ouvre un poste d'hygiéniste dentaire en CLSC, on reçoit plein de candidatures et on le complète super facilement. Donc, pour eux, ils ont comme juste la version officielle qui est en lien avec le gouvernement et ses ministères. Mais tout le domaine privé, ce n'est pas documenté. Alors, c'est certain que moi, je pense que une AEC, pourquoi pas, c'est une excellente idée, mais les AEC sont développés par les services de formation continue de chaque cégep. Alors, ça serait vraiment de demander parce qu'une formation continue, c'est un service aux entreprises. Donc, ce serait aux entreprises. Là, le domaine bucco-dentaire privé pourrait se regrouper et faire une demande à n'importe quelle formation continue d'un cégep où il offre déjà de l'hygiène dentaire, ce serait mieux parce qu'ils ont de l'expérience, mais de dire, ben nous, on a un besoin, pouvez-vous nous développer une AEC pour des assistants qui voudraient devenir hygiénistes? Mais ça va passer vraiment par le réseau collégial. Ça ne passe pas par là. Mais j'ai quand même sensibilisé le cabinet de la ministre à propos de ça la semaine passée parce que c'est quelque chose de nouveau qu'on n'entendait pas. Puis, comme je vous dis, il y a un exemple, il y a un modèle qui existe. Donc, peut-on s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres domaines professionnels de la santé et puis l'appliquer pour le domaine de la santé bucco-dentaire? Je vais juste demander aux gens en fait, pas le demander, plus remercier les gens qui sont restés même pour les 30 minutes qu'on a rajoutées. On est 225 personnes en direct. Alors, restez encore connectés parce que j'ai encore des sujets très intéressants à présenter à notre président, puis j'attends ses réponses. La même assistante dentaire, là, elle rajoute là, que elle dit qu'elle avait entendu parler que peut-être vous allez faire venir du monde de pays étrangers des dentistes pour combler ce manque. Elle a dit, est-ce que ça serait moins cher de penser aux assistantes dentaires diplômées ici en région au lieu d'aller chercher du monde de l'extérieur? Spécifiquement, on ne va pas chercher du monde. Exact. L'Ordre des hygiénistes dentaires ne fait pas de publicité. Je pense que le mot se parle. Et puis, vous savez, dans chaque communauté, il y a une diaspora. Les gens se parlent, ils restent en communication avec leur pays. Et puis, souvent, il va y avoir des parcours où est-ce que, ben, moi, j'ai fait ça, viens au Québec, tu vas pouvoir faire tel parcours. Ce qui fait que nous, présentement, on a quand même une hausse là, de volume de demandes parce qu'on a juste à regarder, bon, une crise sanitaire, ça n'aide pas, mais l'instabilité politique ou, bon, ben, la guerre en Syrie a fait qu'on a eu une vague de beaucoup de Syriens qui faisaient des demandes pour des équivalences là, au Canada, mais au Québec, on en a eu. J'imagine que les autres provinces en ont aussi. Oui. Mais souvent, c'est vraiment du bouche à oreille ce qu'on réalise qui est fait. Madame Stéphanie Girard, qui est gestionnaire, elle nous a écrit avec la pénurie, est-il envisageable de créer 2 types de catégories d'emploi d'hygiénistes dentaires en collaboration avec l'Office des professions, comme les infirmières auxiliaires ou les infirmières bachelières? Avec la pénurie, est-il possible de retirer les prérequis d'acceptation au cégep, soit le cours de chimie avancée, parce qu'il y a des programmes contingentés au cégep. Donc, elle vous pose la question, est-ce qu'il y a peut-être possibilité de retirer les prérequis? Puis elle dit, avec la pénurie, est-il possible d'envisager des formations au cégep à temps partiel? Retirer les prérequis, ça, c'est vraiment une prérogative de la ministre. Je sais que les prérequis en hygiène dentaire, moi, j'ai fait ma formation, je ne cacherai pas, en 95. Et puis, je me souviens qu'en 94, il y avait des préalables nécessaires au secondaire qui ont été abolis dans l'été de 95. Là. OK. Donc, on me demandait de faire, je me souviens plus c'est quoi, je pense que c'était de la chimie 5. Et puis, quand je suis rentré, là, j'étais accepté sous condition, je devais faire ma chimie 5, mais finalement, la chimie 5 n'était plus un prérequis.
Alors, c'était les mathématiques et la physique là, qui étaient restées, mais la chimie de secondaire 4 à ce moment-là. Dans mon cas, Jean-François, là, c'était obligatoire hein? au cégep de Trois-Rivières. Bon, ben, c'est vraiment, tout ça, ça change. Puis, je sais que les préalables de mathématiques ont descendu dans plusieurs programmes collégiaux. En hygiène dentaire, maintenant, là, je sais que ça a tout changé. Là, de notre temps, c'est plus les maths 534, puis là, c'est les mathématiques, les sciences, les SM, puis c'est des regroupements là, de cours là, pour rentrer au collégial. Mais ça, c'est vraiment une prérogative du ministère. C'est-à-dire que si on voit que les gens n'ont plus des préalables et les programmes ne se complètent pas, ben c'est souvent là qu'ils vont enlever des préalables. En hygiène dentaire, ce qu'il faut comprendre, puis ça, la ministre est très sensible à ça, et ce n'est pas seulement en hygiène dentaire, c'est l'ensemble des professions de la santé, c'est la rétention des étudiants dans le programme. L'admission au niveau du DEC en hygiène dentaire, les demandes d'admission sont toujours élevées, c'est-à-dire qu'ils reçoivent assez de demandes pour remplir la première année du programme. Mais ce qui est peut-être différent d'avant, où c'était ce qu'on appelle le terme contingenté, où ils recevaient plusieurs demandes. Exemple, 100 demandes, on en choisit 40, mais c'est sûr qu'on choisit les 40 plus forts. Maintenant, les programmes, c'est plus des situations, puis ça, c'est pas juste en hygiène dentaire, comme je vous dis, c'est la santé, mais s'ils ouvrent 40 places, ils vont recevoir 60 demandes, donc il y a moins de contingentement, donc c'est plus facile d'accéder au DEC en santé. Ouais. Le problème, c'est que à la longue, puisque c'est des programmes qui sont très exigeants, mais ce qu'on voit, c'est que la rétention n'y est plus. Le taux d'abandon, le taux d'échec. Donc, le groupe de 40 qui était admis en première année, mais ça ne sera pas 40 à la fin. Mais on ne peut pas ajouter des personnes en deuxième année, en troisième année. Il faut tout le temps partir de notre cohorte de départ. Donc, ça c'est un problème. Je l'avais noté là, dans ma rencontre avec le cabinet de la ministre parce que ça, c'est vraiment documenté et c'est vraiment un enjeu qu'ils prennent au sérieux. Oui. Comment garder cette rétention d'étudiants dans les programmes de la santé au cégep? C'est vraiment un défi là, pour les prochaines années. Définitivement. Puis j'ai beaucoup de témoignages. Ils disent on veut pas de diplôme à rabais, on veut pas les prérequis, c'est important, comme je trouve ça très important pour bien comprendre les échanges d'ions. Il ne faut pas baisser les exigences au préalable afin de garder la qualité des futurs hygiénistes dentaires. Bon, j'ai un commentaire ici, là. Parlons de pénurie, mais de rétention des professionnels. Combien des hygiénistes dentaires abandonnent le domaine? Avons-nous les chiffres? Ça, c'est Sophia Sand qu'elle pose cette question. On a partiellement les chiffres, oui. Parce qu'on ne sait pas tout le temps pourquoi les gens quittent. Quand les gens ne renouvellent pas leur inscription, on demande sur une base personnelle pourquoi. Et puis, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui nous disent pourquoi. Oui. Ce qu'on sait par contre, parce qu'on peut en déduire, c'est que la profession a une perte qu'on pourrait dire normale, oui. C'est-à-dire qu'il y a toujours des retraites, des congés de maternité, parce qu'il faut comprendre que quand on ne s'inscrit pas au tableau de mort, je le sais, là, moi je suis enceinte, je ne me réinscris pas, pour nous, c'est oui. Une radiation. C'est une personne qui n'est plus hygiéniste dentaire. Elle peut refaire la demande quand elle va vouloir revenir, mais pour l'instant, c'est considéré comme une radiation. Donc, nous, notre professeur est relativement jeune, c'est-à-dire que le professeur a 45 ans. Donc, on vit un peu les premières retraitées. Là. On l'a surtout vu dans le domaine de l'enseignement, mais on le voit en santé publique. Et là, on commence à le voir de plus en plus dans des bureaux privés. Mais c'est certain qu'à chaque année, on a cette perte-là qui est tout le temps chiffrée à peu près
un petit peu moins, peut-être 8 du membership. Donc, on perd 8 on va perdre 400, 450 hygiénistes dentaires. Mais après ça, on a les nouveaux gradués qui s'ajoutent. Puis après ça, on a les réinscriptions au tableau des membres tout au long de l'année qui fait que, là, je ne veux pas parler de cette année parce que c'est vraiment particulier avec la pandémie, mais si on recule jusqu'à l'année passée, l'ordre est en croissance de 2 à chaque année. C'est-à-dire qu'on a une attrition, des gens qui quittent pour X raisons, mais on a toujours les nouveaux gradués qui viennent faire cette augmentation-là de 2 par année. Là, cette année, c'est quand même particulier. C'est une année où, on va le voir, là, parce que l'année se termine au 31 mars, mais normalement, en septembre, on rattrape l'année d'avant, puis après, ben, c'est du surplus. Là, on n'a pas rattrapé cette année en septembre. On est toujours en recul d'à peu près une centaine de membres. Donc, on s'attend à avoir une année, peut-être pour la première fois depuis longtemps, où on serait en équilibre. C'est-à-dire qu'on aurait le même nombre de membres à la fin de l'année 2021 qu'à la fin de l'année 2020. Donc, c'est particulier et on se dit que c'est temporaire parce que la loi 15, là, la modernisation va sûrement ramener du monde à la profession. Il y a beaucoup d'hygiénistes dentaires qui ont quitté, je le sais, là, des fois, il y en a qui m'écrivent, ils pratiquent dans d'autres provinces canadiennes, ils pratiquent en Suisse parce qu'ils étaient allés dans des provinces ou dans un pays où est-ce qu'il y avait une certaine autonomie. Là, je leur dis, ben, revenez au Québec, vous allez pouvoir l'avoir, cette autonomie professionnelle-là que vous n'aviez pas avant. Donc, toute l'expérience que vous êtes allé chercher ailleurs, ben, ramenez-la à la maison, puis soyez des leaders, venez dire aux autres comment faire, puis expliquer les modèles de pratique qui fonctionnent ailleurs. Parce que nous, on est vraiment des débutants là-dedans. Il faut apprendre à travailler avec cette autonomie-là. Donc, on a besoin d'hygiénistes d'expérience qui viennent nous aider également sur le terrain. Oui. J'aimerais ça quand même lire un témoignage d'une dentiste de l'étranger parce qu'elle m'a envoyé son histoire, mais je vais faire un petit résumé, là. Elle s'appelle Naïma Fetaïa. Elle dit que j'ai assisté 2 fois à la séance d'information pour équivalence, mais j'ai trouvé la procédure insuffisante pour accélérer l'intégration des dentistes formés hors Québec au marché du travail comme hygiénistes. Il y avait des dentistes avec grande expérience qui étaient déçus. Pour moi, j'ai réalisé qu'il y aura des compétences à étudier dans le cégep, mais il n'y a aucun contact entre le cégep et le Conseil de l'ordre pour nous garantir l'accès aux études. La validité du résultat de l'équivalence dure 3 ans et moi, le cégep de Maisonneuve ne m'ont pas accepté, comme par hasard, 3 fois parce qu'il y a un manque de place. Pour avoir l'équivalence, il faut que j'aie preuve d'exercice moins que 5 ans. Malheureusement, j'ai passé ce temps dans mon installation au Québec et celle de ma famille dans l'essai de s'inscrire au programme. Et j'allais déposer mars, mais à cause du COVID, j'ai dû arrêter. Mon expérience de 13 ans est plus importante que l'inactivité de 5 ans. Mon dernier certificat d'emploi, c'était en juin 2015. La question posée, est-ce qu'il y a une possibilité de profiter de tous les dentistes immigrants qui sont en train de changer de carrière suite aux obstacles qui leur nient donner leur expérience à ce beau pays? Vraiment, là, moi, quand j'entends des histoires comme ça vient vraiment me toucher parce que faut comprendre qu'il n'y a rien de parfait dans la vie, là, mais l'Ordre des hygiénistes dentaires, avec son processus d'équivalence, il faut comprendre que c'est quand même particulier qu'un autre titre professionnel se fait reconnaître des équivalences par un autre professionnel qui n'est pas sa profession initiale. Mais quand on se compare puis qu'on voit avec d'autres professions du système professionnel, le modèle que nous, on est souvent cité en exemple pour justement notre efficacité puis notre façon de traiter des dossiers. Malheureusement, ça, c'est le problème souvent, pas juste au Québec, mais je dirais au Canada, les ministères ne se parlent pas. C'est vraiment tout le temps en silo. On demande aux autres professionnels
de traiter les dossiers pour accélérer le processus puis favoriser l'intégration à l'emploi de professionnels diplômés à l'étranger. Quand on le fait, après ça, ben là, on renvoie la balle au ministère. Avant, c'était l'éducation. Éducation. Et là, maintenant, enseignement supérieur et éducation a été séparés. Donc, on espère que peut-être que ça va aider. Mais avant, c'est que ça tombait tout le temps d'un ministère à l'autre. Mais on dirait que personne ne se parle en haut. C'est qu'ils nous disent de faire quelque chose pour accentuer, puis après ça, c'est l'embouteillage après nous. Parce que nous, on fait bien notre travail. Tu sais, il faut savoir que, bon, je ne sais pas, elle se situe où, là, cette personne-là qui t'a écrit, mais Oui. pendant une semaine, là, j'ai demandé les chiffres. Là. Nous, il y a 85 candidats. Il y a 85 dossiers qui ont été traités, puis que les personnes ont leur prescription. Là. Donc, ils ont leur liste de cours, leur liste de compétences, puis là, ils cognent aux portes des cégeps. Moi, j'ai ça, pouvez-vous m'accepter? Non, on n'a pas de place. Mais là, ça revient à dire ce que je disais tantôt. Les programmes se remplissent aux admissions en première année avec le SRAM puis la procédure habituelle d'inscription au cégep. Fait que ceux qui arrivent avec une équivalence, ben là, ils se font dire non. Ou ils se font dire, ben, passe par l'inscription générale puis inscris-toi au DEC. Oui, mais je ne veux pas faire le DEC, moi, je veux faire les cours qu'il y a ici. Ah non, ici, on a tellement de demandes qu'on accepte juste le DEC. Fait que là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre l'enseignement supérieur et les autres professionnels. Parce que, puis, oui, on travaille là-dessus. On est là-dessus par courriel, par téléphone, parce que là, on sent qu'il y a un besoin, il y a une urgence d'agir. Tu sais, 85 personnes, peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers avec le domaine de l'enseignement, là, ça, c'est 3 cohortes et demie. Là. Parce qu'une cohorte d'AEC pour dentistes étrangers, c'est 24. C'est 24 étudiants qui pourraient être pris. Puis, il y a des cégeps qui disent « Ah, nous, on pourrait les prendre. Ah, nous, on pourrait y aller. OK, mais pourquoi ça ne part pas? Ah, ben, on n'est pas financé pour le faire. » C'est toujours ça. Il y a tout le temps comme un obstacle hors du contrôle de l'ordre qui fait que nous, ben, on pose des questions, on pousse, on se dit, ben là, il faut que ça bouge. Puis là, ben, on ajoute la rareté de main-d'œuvre, la pénurie. Ben, on dit, ben là, il faut le prévoir aujourd'hui, parce que si on ne fait rien aujourd'hui, on va juste accentuer le problème dans 3 ans, dans 4 ans, dans 10 ans. Même si on le fait accélérer, c'est quand même 1 an à 1 an et demi former un dentiste étranger pour devenir hygiéniste dentaire. Donc, il faut vraiment se régler ce problème-là. Là. Moi, j'attends un dénouement là, dans la première moitié d'année 2021. Il faut absolument que ça bouge pour qu'on puisse démarrer ces programmes-là d'AEC pour dentistes étrangers pour vraiment ouvrir ces cohortes-là pour des gens qui ont tout fait ce qu'ils devaient faire, qui sont juste en attente d'être acceptés, en attente que ça démarre. Donc, oui, on travaille là-dessus, sans relâche. C'est parfait. Alors, le dernier volet, mais rapidement et en résumé, parce que je ne voulais pas vraiment manquer cette question, parce que c'est le volet de la CETI, et c'est important maintenant avec l'autonomie des hygiénistes dentaires de comprendre maintenant les nouvelles normes. Donc, rapidement et en résumé, on sait que plusieurs provinces comme l'Ontario, l'Alberta suivent des protocoles et les lignes directrices de l'Association canadienne de normalisation dans la matière de l'asepsie dans le central de la stérilisation. Qu'en est-il pour le Québec dans ce dossier-là? Est-ce qu'on va attraper, nous aussi, ce retard? Oui. Oui. En fait, je dirais que la pandémie nous a fait une jambette. Donc, c'est des travaux qui ont commencé. Ben, je peux parler pour l'Ordre des hygiénistes, là, c'est au printemps 2011. Au printemps 2011, donc ça fait quand même un bout de temps là, que un comité a été créé. Oui. Donc, c'est un comité permanent de l'Ordre avec des hygiénistes dentaires, oui. Et puis qui, justement, analyse ces normes-là nationales, les normes qui sont maintenant établies, pour l'intégrer dans une nouvelle version là, du fameux guide d'information concernant l'asepsie et la santé-sécurité là, dans notre domaine. Donc, et parallèlement, je sais que l'Ordre des dentistes fait aussi ces travaux-là. Donc, c'est certain que normalement, on aurait dû avoir un dénouement, mais là, la pandémie est vraiment venue bousculer un peu tout ça.
Ce qui fait qu'on a vraiment plus les travaux interordres se sont plus accentués pour avoir un protocole de pratique clair pour l'ensemble des professionnels bucco-dentaires. Donc, tu citais l'Ontario en exemple, mais l'Ontario, c'est vraiment pas un modèle qui a bien fonctionné pendant la pandémie, là. Il y avait les hygiénistes dentaires avaient leur guide, les dentistes avaient leur guide, il y avait des contradictions à travers les deux. Donc, ici au Québec, vraiment chapeau au ministère, ministère de la Santé et des Services sociaux qui a vraiment bien pris son rôle de leadership dans ce dossier-là. Puis, tous les ordres, là, on a travaillé ensemble pour avoir vraiment des données claires parce que la science évolue tellement vite. Donc, pour nous, la priorité, c'était de s'attaquer à cet enjeu-là, c'est-à-dire, rappelez-vous, en mars, là, tout était fermé. Il fallait vraiment trouver une façon de faire pour rouvrir les bureaux de façon sécuritaire dès le début du mois de juin. Donc, mais c'est sûr que ça s'en vient parce que je sais que dans les institutions, là, les hôpitaux, comme je sais que quand je travaillais là, au cégep, donc on avait vraiment l'étiquetage, la traçabilité. Tout ça, c'est quelque chose qui s'en vient. Là. C'est sûr que ça va se faire progressivement pour que ça soit implanté partout, mais les normes d'asepsie et de santé-sécurité, ça évolue tout le temps. Regarde, le VIH a bouleversé notre domaine. Hein? Les hygiénistes, les dentistes ne travaillaient pas de gants, pas de masque. Il a fallu vraiment une crise sanitaire pour changer nos façons de faire. Maintenant, tout est stérilisé. Je veux dire, on désinfecte plus au tampon d'alcool là, comme certains le faisaient dans les années 70, années 80. On améliore toujours ces façons de faire-là. Donc, c'est sûr que le Québec est pas en retard. Présentement, on est conforme par rapport aux normes nationales du Québec. Mais oui, c'est certain qu'ils vont être bonifiés quand on voit la tendance là, au Canada. Excellent. Là, ça résume vraiment tous les volets que j'ai préparés pour les hygiénistes. Merci Jean-François là, de cette belle rencontre vraiment enrichissante. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à cette heure-là, là, nous écouter? Là? Oui, avec 225 personnes en direct. On a maintenu, merci vraiment tout le monde. Puis, en terminant, je remercie Amal de m'avoir permis de fermer l'année 2020, cette année 2020 qu'on a hâte de mettre aux oubliettes pour amorcer 2021. Mais vraiment, c'était un plaisir ce soir de répondre. Tout le plaisir. Parce que je sais qu'il y a plusieurs questions oui. Puis il y en aura d'autres. Je suis désolée que je n'ai pas pu couvrir toutes les questions, mais vraiment, j'ai essayé de condenser le tout. Puis merci d'avoir accepté de rajouter de votre temps. Là. Sérieusement, c'est très apprécié. Puis les gens aussi, là, tout le monde te remercie énormément. Merci tout le monde. Puis un dernier mot, je pourrais dire... Soyez fiers de votre profession. J'ai toujours été fier d'être hygiéniste dentaire, puis de parler de ma profession. Se faire connaître, ça passe par la base, ça passe par vous, ça passe par les hygiénistes au quotidien qui sont en contact avec leur clientèle, avec leurs patients. Donc, soyez fiers de votre profession et puis profitez vraiment de tout ce qui s'en vient parce que l'autonomie professionnelle, ça se bâtit. Donc, c'est vraiment... On en a pour 4-5 ans, mais vraiment, là, je vous invite à mordre à pleines dents puis à discuter de cette autonomie-là avec vos collègues parce que la pratique va évoluer puis ça va être pour le bien de tout le monde. Donc, c'est vraiment dans le but de donner le plus de services de proximité facile et tout en respectant vraiment la protection du public pour que les soins soient de qualité. Parfait, merci beaucoup. Vraiment très généreux de ta part. Puis moi, j'aimerais quand même que tu me promets qu'il y aura un autre Facebook Live l'année prochaine. Je te le promets. On se revoit. Je ne peux pas, par exemple, te dire quel sujet, mais on se revoit. Et, un Facebook Live ou peut-être même on peut espérer, Amal, peut-être une présence physique à un congrès.
Oui, oui, Peut-être. pour le congrès de l'année prochaine, là, c'est... On se passe les doigts, on se Exact. dit que ça peut peut-être être possible rendu à la fin de l'année 2021, Tout mais à oui, je vais être présent, je vais vous entendre, je vais vous parler. Donc, si j'ai une autre possibilité en 2021, ça me fera plaisir là, fait. de revenir te voir. Oui. Alors, merci infiniment et bonne soirée. Mais reste avec moi parce que je vais juste annoncer les 4 gagnants. Déjà, mon équipe, ils ont fait le tirage, puis j'ai déjà 4 gagnantes. J'aimerais juste leur dire que je vais les contacter via Messenger. Donc, soyez vraiment amis à la page Facebook de l'Agence dentaire de l'Outaouais. Je vais vous contacter pour vous dire comment vous pouvez recevoir vos cadeaux. Alors, j'ai ici Cynthia Wilcott, félicitations à Cynthia Wilcott. J'ai Maryse Dion aussi, qu'elle a gagné avec nous ce soir. J'ai Jessica Harvey, qu'elle a gagné avec nous ce soir. Et la dernière gagnante, c'est Catherine Forger. Je n'ai pas à lire tout ce qu'ils ont écrit, mais ils ont écrit des belles choses. Donc, moi, il va me rester juste à vous dire félicitations à tous les gagnantes. Puis, restez vraiment connectés parce que les 2 prochaines semaines, je vais faire des tirages, je vais faire gagner chaque jour 2 personnes, que ce soit des hygiénistes ou des dentistes, pour 5 boîtes de Colgate, gracieuseté Colgate. Je vais vous donner plus de détails demain. Donc, alors restez connectés à la page de l'Agence dentaire de l'Outaouais pour profiter vraiment de cette gracieuseté de Colgate. Alors, merci beaucoup encore une fois, Jean-François. C'était vraiment très agréable et très complet pour moi, en tout cas. Merci, ça m'a fait plaisir. Bonne soirée, bye bye. Bonne soirée.